Salut, bienvenue sur Les Créatos, le podcast qui parle du monde de l'image sans images. C'est Olga et Titouan de Apprentis Créatifs et ensemble, on va causer 3D. Dans chaque nouvel épisode, on abordera un thème lié à la 3D. Les différents métiers, l'actualité, les derniers films et bien plus encore. Coucou à toi qui nous écoutes. Aujourd'hui, pour notre sujet du jour, on va parler d'animation et particulièrement des fondamentaux de l'animation, les notions de base. Alors, c'est Titouan qui m'a donné le sujet, mais volontairement, on n'en a pas trop discuté avant. Et en fait, je sais pas tellement de quoi il va parler. Donc, ça va être la découverte pour moi aussi. Je vais pouvoir lui poser des questions sur ces fameuses notions fondamentales. Donc, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu veux bien nous éclairer, Titouan? Ouais. Alors, ces notions... Alors, ça s'appelle les 12 principes de base en animation. D'accord. C'est des notions qui sont ultra connues chez les animateurs. C'est un petit peu la base, c'est dans leur nom, quoi. C'est des notions de base que tous les animateurs doivent connaître, mais c'est des notions qui viennent de l'animation 2D à l'origine. D'accord. C'est des notions qui ont été développées par deux animateurs de légende qui s'appellent Frank Thomas et Ollie Johnston, qui font partie des Nine Old Men. C'est un groupe d'animateurs à l'époque des vieux Disney, de Blanche-Neige, Roxy Rookie et tout ça. Et c'est donc 9 animateurs qui ont développé tout un tas de choses pour l'animation. Et ils ont partagé toutes leurs connaissances. Et voilà, ils sont un petit peu rentrés dans la légende comme ça. D'accord. Et donc, Ollie Johnston et Frank Thomas, ils ont écrit un livre ensemble qui s'appelle The Illusion of Life. Et donc, dans ce bouquin, ils ont écrit leurs 12 principes de base d'animation. D'accord, un petit peu un manifeste de l'animation, quoi. Ouais, même une bible de l'animation. D'accord. Ouais, clairement. Et ça date de quand, ce livre? Alors, ce livre, il date de 1981. Ah oui, donc ça remonte un petit peu, quand même. Ouais. Oui, remarque, si c'est Blanche-Neige et Roxy Rookie, etc., c'est vrai que... Ouais, ils ont même écrit ça sur la fin de leur carrière. Donc, c'est vraiment toute leur expérience qu'ils ont accumulée durant leur carrière qu'ils ont mis dans ce bouquin. D'accord, ok. Ouais. Est-ce que c'est un livre que tu étudies en école de 3D, par exemple? Non, mais les notions qui sont évoquées dedans, ce sont des notions qu'on apprend en école de 3D, ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien nous lister ces notions, du coup? Ouais. Alors, on va commencer par la toute première notion. C'est le squash and stretch. Donc, en français, l'étirement et la compression. C'est quelque chose qui ne sera pas réaliste, mais c'est un effet visuel rajouté à l'image, au dessin, qui va dynamiser ton animation. C'est-à-dire que plus un objet, plus un mouvement va être rapide, plus le corps va être déformé pour dynamiser le mouvement. Donc je vais m'expliquer peut-être plus clairement. Alors, si je comprends bien, c'est que quand toi, animateur, tu animes un personnage qui bouge rapidement, ouais. Tu vas volontairement lui déformer son corps pour l'étirer. Exactement. Pour donner un effet de mouvement rapide à ton animation. Exactement. Ok. Donc, on va prendre l'exemple de l'exercice de base de tout animateur de animation 2D, stop motion ou animation 3D, la balle qui rebondit. Ouais. Et donc cette balle, elle va partir d'un point en haut, donc elle va avoir sa forme ronde classique, et plus elle va tomber, plus elle va accélérer. Et donc là, tu vas étirer le corps pour donner cette sensation de vitesse, et au moment où elle va toucher le sol, elle va s'écraser. Et là, tu vas la comprimer. Ah, d'où la compression à ce moment-là. Donc c'est ça, donc tu l'étires quand ça va vite, et tu la compresses quand ça ralentit. Donc plutôt, je vais reformuler, tu l'étires quand ça accélère, et tu la compresses quand ça décélère. D'accord. Alors ça, j'imagine que c'est à l'œil nu, ça se voit presque pas. Si tu fais pas attention, si tu fais pas attention à l'animation, non, tu fais pas attention à ça. Ouais. Mais ça se voit quand tu fais de l'animation. Ouais. C'est juste que ça va rajouter un effet amplifié à ton mouvement de... Exactement, ouais. D'accord, ok. Donc ça, c'était le premier principe fondamental. Ouais, donc ça s'appelle le squash and stretch, ou en français, étirement et compression. D'accord. Alors, quel est le deuxième ? Le deuxième, c'est l'anticipation. On va prendre l'exemple d'un coup de poing. Si tu veux que ce coup de poing ait plus d'impact, tu vas pas simplement faire le mouvement du poing qui avance vers le crâne de l'autre, si ça me met un coup de poing en pleine tête. Non, tu vas d'abord tirer l'épaule, tirer le poing dans l'autre sens, comme si tu te préparais à attaquer et que tu allais prendre de l'élan. Et ça, c'est hyper important. Si tu veux faire un mouvement, il faut avoir un petit mouvement avant pour préparer le spectateur et du coup amplifier le mouvement suivant. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Et ça, par contre, je trouve ça plus discret, un petit mouvement d'anticipation,
que le squash and stretch quand on regarde des animations. D'accord. Mais c'est hyper efficace et hyper important à faire. Ça lui donne toute sa force, ouais. C'est ça. Est-ce que c'est surtout utilisé pour des mouvements d'attaque comme ça ou c'est aussi... Non, dans tous les mouvements, quand tu vas sauter... J'allais dire pour des sauts peut-être, ouais. Et bah pour sauter, tu vas pas juste partir de ta position debout et étendre les jambes qui sont déjà tendues. Non, tu vas d'abord te baisser, Oui. plier les genoux, vraiment baisser ton poids, baisser ton corps pour pouvoir avoir plus d'élan et te jeter plus loin. D'accord. Ensuite, on a le follow-through et l'overlapping. Donc le follow-through, c'est... Comment expliquer ça? Quand tu as par exemple une manche, tu vas bouger ton bras, mais cette manche, elle va être un petit peu en retard par rapport à toi. D'accord. Parce que toi, tu vas faire le mouvement et la manche va subir ce mouvement. Oui. Et bah ça, c'est le follow-through. Et donc, si par exemple tu veux bouger ton bras, tu peux aussi mettre cet effet dans la main et dans le coude. Donc tu vas bouger d'abord ton épaule et ton coude va suivre le mouvement un petit peu plus tard. Et la main, pareil. Ça va donner un effet un peu nonchalant ou un peu plus fluide peut-être. C'est ça va fluidifier ton animation. D'accord. Et si tu pousses ça à fond, effectivement, ça fera le nonchalant. D'accord. J'imagine que ça doit être un peu le même principe avec les cheveux. Alors si tu tournes la tête, les cheveux vont suivre après. C'est ça. Donc ça, c'est un peu l'exemple de base, les cheveux, la manche et tout ça. Mais dans tes animations, il faut penser à ça. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Dans un cycle de marche, par exemple, ton pied, tu vas le décoller du sol, l'avancer, mais le bout de ton pied, la pointe de ton pied, elle sera peut-être un petit peu en retard. Donc tu vas plier la pointe du pied vers l'arrière quand le pied avance. Et au moment où le pied va revenir en arrière pour taper le sol, et ben là, la pointe de pied va partir vers l'avant. Ah oui, elle va être un peu projetée en l'air. Exactement. Enfin, projetée. C'est léger, mais... Non, mais c'est exactement ça. Ouais. D'accord, ok. Et alors, tu disais que pour cette... je sais même plus où on en est déjà. 4e notion. Pas du tout, la 2e. 4e, t'as raison. Vous voyez quand il me traite. Tu disais que c'était le follow-through et tu disais qu'il y avait un autre nom, l'overlapping. Et oui, du coup, l'overlapping, c'est par exemple quand ton corps change de direction d'un coup. Et bah, ton bassin va peut-être être en avance, mais le reste de ton corps va avoir un petit temps de latence avant de changer de direction. Et donc c'est ça l'overlapping. D'accord, donc c'est effectivement un peu le même principe. C'est ça, c'est le même principe, mais appliqué dans 2 situations un petit peu différentes. D'accord, ok. Ensuite, si on passe à la 5e, et d'ailleurs je dis 5e, mais il n'y a pas d'ordre particulier, c'est juste pour nous repérer dans le nombre de règles, on va dire, fondamentales. Mais... C'est ça, je crois que c'est l'ordre dans lequel c'est listé dans le bouquin, mais il n'y a pas une notion qui est plus importante que l'autre. C'est ça. Toutes ces notions, c'est des notions que tu dois appliquer dans tes animations, mais il n'y a pas de hiérarchie, elles sont toutes importantes. D'accord. Donc du coup, le suivant, c'est slow in et slow out. Donc en français, c'est les amortis. C'est quand tu vas faire un mouvement sur un corps humain, tout particulièrement, il va y avoir une petite accélération et une petite décélération à la fin. Et donc ça s'appelle l'amorti. Quand tu finis un mouvement, sur les quelques frames à la fin de ton mouvement, tu dois vraiment ralentir le mouvement le plus possible avant d'arriver en pause finale. Et ça va donner du naturel à ton animation. D'accord, parce que sinon ce serait un petit peu trop brutal comme... Ça serait un petit peu robotique, ouais. D'accord. Ça rajoute de l'organique aux animations. D'accord. Ensuite, on peut parler des arcs. Donc là, c'est plus suivre des notions, les lois physiques de l'univers, quoi. On va prendre l'exemple de la balle. La balle, quand elle va rebondir, elle va monter. Quand elle sera en haut, elle sera un petit peu plus lente. Et ensuite, elle va redescendre, mais en faisant une trajectoire en cloche. Voilà, c'est ça. Et en fin de compte, ça, c'est comment tous les objets dans l'univers se comportent. D'accord. Donc c'est simplement suivre cette loi physique de gravité et de courbure, quoi, de trajectoire. D'accord, donc ça c'est vraiment spécifique aux trajectoires d'objets qui vont dans les airs. Oui, mais pas que. On va prendre l'exemple d'un mouvement de tête où tu pars d'une position où ta tête est tournée à droite et tu vas la tourner à gauche. Et donc ça, si tu le fais dans un logiciel 3D, tu vas simplement rentrer tes 2 poses clés, la tête tournée à droite et la tête tournée à gauche. Et le logiciel va calculer automatiquement le mouvement de tête, mais ça va être un mouvement très linéaire où tu vas juste bouger sur un seul axe de rotation. Sauf que dans la vraie vie,
quand toi tu tournes la tête, soit tu la baisses un petit peu, soit tu la montes un petit peu. Et donc ça fait une petite trajectoire arquée. Et ça, c'est hyper important de le rajouter aussi à tes animations parce que ça rajoute du réalisme et du naturel encore. D'accord, donc cette notion-là, elle est vraiment appliquée aux trajectoires d'objets, peu importe l'objet, que ce soit une tête, une balle, peu importe, dans l'espace en fait. C'est ça, ouais. Mais même quand tu vas attraper un objet, le mouvement de ton poignet, il faut que ce soit une belle courbe. Parce que non seulement c'est plus facile à lire par le spectateur, mais c'est en plus joli. D'accord, ok. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a après ? Ensuite, on a le secondary action. Donc c'est rajouter les détails à tes animations. Donc ça va être rajouter si ton personnage est à l'extérieur, un petit mouvement dans les cheveux, comme si le vent frappait les cheveux. Rajouter, si tu fais un cycle de marche, on parlait des manches tout à l'heure, c'est ça, des petites animations qui font un petit détail, mais qui rajoutent énormément visuellement. D'accord. Est-ce qu'un blink, ça rentre là-dedans ? Ouais, carrément. D'accord. C'est exactement ça. Parce que c'est une vidéo que tu as fait, toi, justement, à ce sujet. Tu as fait un tuto sur YouTube. Il se marre parce que je fais de la promo pendant le podcast. Mais ceci dit, c'est vrai, c'est important d'en parler parce que ça peut en aider beaucoup. Oui. Tu expliques vraiment comment faire un blink. Ouais. Donc, c'est-à-dire comment faire cligner les yeux de ton personnage. Et effectivement, tu expliques dans ce tuto que c'est important pour donner du naturel à ton personnage pendant qu'il fait rien ou qu'il fait quelque chose d'ailleurs. C'est ça. Et donc ça rentre dans cette catégorie-là de cette notion fondamentale du secondary action. C'est ça. D'accord. Exactement, c'est les petits détails. D'accord. Il nous en reste encore quelques-unes, je crois. Ouais. Le suivant, c'est timing et spacing. C'est un petit peu dans la même veine que les arcs. C'est suivre le naturel et les lois physiques dans tes animations. On va reprendre l'exemple de la balle. Plus elle va chuter, plus elle va accélérer. Et ça, c'est pour coller aux lois physiques qui fait que dans la vraie vie, si tu lâches une balle, elle va pas avoir une vitesse constante. Plus elle va chuter, plus elle va accélérer. Et donc ça, en animation, c'est ce qu'on appelle le timing et le spacing. D'accord, donc respecter la vitesse naturelle des objets pour une action quelconque. C'est ça. Mais alors, si on veut coller à une animation très réaliste, il faut coller à la réalité. Mais tu peux jouer avec tes timings et tes spacing pour dynamiser ou rendre cartoon une animation. D'accord. Est-ce que tu as un exemple ? Ouais, par exemple, alors c'est un petit peu un exemple un peu tiré par les cheveux, mais ça fonctionne un petit peu. C'est dans les vieux cartoons de Bip Bip et Coyote. Je connais pas. Quand le coyote fait une chute, il va pas tomber tout de suite. Il va rester dans les airs, regarder la caméra un petit peu, et ensuite il va tomber. Ah oui, d'accord. Et donc ça, c'est pas du tout naturel, mais ça rajoute le côté cartoon à ton animation. D'accord. Mais j'ai un autre exemple aussi, on va garder cet exemple de la balle qui rebondit parce que c'est l'exercice de base, mais c'est l'exercice de base parce qu'il regroupe tellement de notions importantes. Donc si tu veux avoir un aspect très réaliste, ta balle, tu vas la faire rebondir de façon naturelle, mais tu peux la garder un petit peu plus longtemps en haut. Genre tu la fais accélérer très fort vers le haut, tu la laisses un petit moment en haut, et ensuite elle commence à descendre tout doucement et elle accélère très fort. Et d'accord. Elle accélère très fort vers le bas, quoi. Et tu peux jouer avec ce timing pour rendre ton animation un petit peu plus cartoon, moins réaliste, mais plus dynamique, et ça fonctionne tout autant. Ouais, ça fonctionne juste différemment. Et tu peux aussi appliquer le timing et le spacing à ton animation globale. Pas simplement dans les mouvements, mais dans les actions. Si tu veux avoir, on va reprendre l'exemple du coup de poing, un coup de poing qui a encore plus d'impact, tu peux faire bouger ton personnage très doucement avant, et au moment du coup de poing, avoir une énorme accélération. Pour mettre une grosse patate. Exactement. Et ça va rentrer un petit peu dans la notion suivante. Ouais. Quelle transition. C'est l'exagération. La quoi ? L'exagération. Ouais. À l'origine, ce qu'ils ont présenté, c'était plus pour de la 2D. Donc ça va être travailler les traits du dessin. Si tu veux avoir un personnage un petit peu plus bestial, tu vas lui donner une carrure un petit peu animale plus que humaine, ou lui ouvrir les yeux quand il est en colère, vraiment exagérer le regard. Donc c'était un petit peu plus ça qu'ils expliquaient dans le bouquin, mais ça peut s'appliquer à la 3D, parce que déjà tu peux modifier ton personnage pour ouvrir les yeux un peu plus,
Mais tu peux aussi l'appliquer dans les mouvements, dans les postures, dans les poses. Si tu veux, on va rester sur le coup de poing. Tu peux exagérer la taille du poing au moment de l'impact. Donc ça concentrera un petit peu le regard du spectateur sur le poing. Ouais. Mais tu peux aussi exagérer. Décidément. Et tu peux aussi exagérer la distance avec laquelle le personnage va ensuite voler. Ce ne sera pas du tout naturel s'il vole à 15 mètres pour un petit coup de poing, mais ça peut fonctionner dans ton animation. D'accord. Ensuite, on a le solid draw. Alors là, c'est vraiment plus pour la 2D, pour le coup. Ouais. C'est simplement garder du début à la fin ton personnage qu'il ait le même volume. C'est-à-dire que au début de ton plan et à la fin de ton plan, il faut que ce soit le même personnage. Il ne faut pas qu'il ait les oreilles plus écartées à la fin qu'au début, sauf si c'est voulu. D'accord. Et quand tu fais, on va prendre l'exemple du squash and stretch, donc la première notion qu'on a vue, quand on vient déformer, quand on vient étirer une balle quand elle accélère, il faut l'amincir au milieu pour qu'elle ait le même volume. Comme un ballon de baudruche, quand tu tires dessus, il va un petit peu s'amincir au milieu parce que le volume à l'intérieur ne va pas changer. Alors que si tu l'étires mais qu'il garde la même largeur, il va devenir beaucoup plus imposant. C'est ça, il sera juste plus gros. D'accord. Ok, je vois. Donc voilà, c'est garder le volume de tes personnages, de tes objets. D'accord. Et alors, je pense qu'il nous en reste une dernière pour finir en beauté. Exactement. C'est the appeal. Donc en français, le charisme. Il faut que tes personnages, ils transpirent de charisme. Pas qu'ils soient genre tous géniaux. C'est juste, s'ils sont timides, il faut que dans leur posture, dans leurs émotions, dans leurs attitudes, dans leurs expressions, ils soient timides. Et ça, soit tu peux avoir des rigs, des personnages qui sont déjà, qui ont un faciès, on va dire, qui un peu transmet cette émotion, dans vice versa. Tu l'as vu ou pas ces films? Oui, j'ai vu. Les personnages qui sont dans sa tête, ils ont déjà des looks c'est vrai. Qui transmettent un petit peu cette émotion. Et tu peux le faire aussi, si tu as un rig aussi classique, qui est neutre, tu peux jouer avec les expressions du visage pour vraiment transmettre les émotions et la personnalité de tes personnages dans leur animation. D'accord, donc vraiment jouer à fond la carte de leur personnalité jusque dans l'animation, jusqu'au bout des ongles, j'allais dire, quoi. C'est ça. Si un personnage est confiant, tu vas le faire marcher la tête haute, les épaules relevées, le torse un petit peu bombé en avant. Alors que s'il est timide, tu vas lui baisser la tête, faire des petits pas, peut-être plus rapides, mais des petits pas. Les cheveux devant les yeux, Violette dans Les Indestructibles, il suffit de la voir marcher et elle n'a pas besoin de parler pour qu'on comprenne qu'elle est timide, quoi. Oui, c'est vrai. Alors que Flash, je sais plus, le petit frère, le blond. Ah, je me souviens plus. Je crois que c'est Flash. Lui, c'est complètement l'inverse. Quand il marche, il fait des grands pas, il sourit, il a la tête bien relevée. Ouais. Et voilà, rien que dans leurs animations, on comprend leurs deux personnalités qui sont opposées. Ça me donne trop envie de re-regarder un film maintenant pour essayer de capter tout ça. Ah bah ouais. Hein. Ah mince, ça va être un prétexte pour re-regarder encore une fois Les Indestructibles. Mais ouf. D'accord, et merci Titouan. Et de rien. Avec plaisir. Je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant. Je te cache pas que je m'attendais pas à ça en fait quand tu m'as annoncé le titre Les fondamentaux de l'animation. Ok, tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à ce que tu m'expliques un petit peu plutôt des trucs techniques, genre... Je sais pas trop en fait à quoi je m'attendais, mais pas mais pas à des règles énoncées par des gars en fait ah oui, ok. d'il y a des années et que ce soit encore aujourd'hui un monument de l'animation. J'ai pas envie de dire que ce sont des règles qui sont à absolument suivre. Ouais. C'est des règles qu'il faut connaître, ça c'est sûr. Si tu veux devenir animateur, c'est des règles que tu vas apprendre parce que elles sont hyper importantes. Mais t'es pas obligé de les suivre tout le temps. Ouais. Toutes ces règles ne vont pas s'appliquer à tous les shots, toutes les animations que tu vas faire. Bien sûr. C'est simplement, dans certaines circonstances, tu vas avoir besoin de les appliquer. Ouais. C'est un petit peu comme en photo, parce que moi j'ai étudié la photo à la base. On en avait parlé dans le tout premier épisode de présentation, l'épisode 0. Mm-hmm. Mais en photo c'est pareil, on a tout un tas de règles et de trucs à suivre normalement pour qu'une photo soit soi-disant bien composée, bien éclairée, etc. Mais en fait, c'est hyper utile de connaître ces règles-là, de les maîtriser pour pouvoir ensuite se les approprier et décider ou non, en toute conscience,
de les utiliser ou au contraire de les mettre de côté pour casser justement ces codes-là et faire autre chose de un petit peu plus dynamique, un peu plus stimulant. Ah bah, c'est exactement ça. Mais je pense que ces règles-là, je vais en faire des vidéos sur YouTube parce que là, c'est un petit peu compliqué de parler d'animation sans images. Ouais. En même temps, c'est le but de ce podcast. C'est le but du podcast de parler du monde de l'image sans images. Mais donc oui, je vais en faire des vidéos sur YouTube. Une vidéo par notion peut-être? Je suis pas encore sûr, peut-être une vidéo avec plusieurs notions. D'accord. Ouais. Je tease un petit peu en disant que ça va arriver, mais ça va arriver. Mais je sais pas trop encore dans... Sous quelle forme? Voilà, c'est ça, sous quel format. Mais au moins, je pourrais vraiment présenter chaque notion et me donner des exemples concrets, quoi. Ouais. Et bah d'ailleurs, si tu nous écoutes et que ça t'intéresse, n'hésite pas à nous laisser peut-être un commentaire pour nous dire si tu préfères avoir une vidéo par notion ou si tu préfères plutôt une vidéo avec toutes les notions ou alors un petit peu à la fois distillée sur quelques semaines, sur quelques vidéos. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'était un podcast avec beaucoup de notions, j'espère avoir été assez clair. Oui, n'hésite pas à le réécouter pour prendre des notes d'ailleurs si tu as envie, besoin. Et puis même, n'hésite pas, si tu le peux, te procurer le bouquin. Donc ça s'appelle The Illusion of Life. On te mettra les liens dans la description de l'épisode pour que tu puisses retrouver le livre. Puis bah voilà, ouais. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as apprécié le podcast, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, à t'abonner. Et tu peux même nous laisser un commentaire, ça nous fait super plaisir. Et en plus, ça nous aide à nous faire connaître. Et ben merci de nous avoir écoutés jusque-là. Et nous, on te dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut! Bye!